Eh bien, salut à tous, c'est le Doc. Aujourd'hui, on va parler de Edgar Allan Poe et de son poème le plus connu, Le Corbeau. C'est parti, générique. Edgar Allan Poe est un poète et romancier américain qui est né en 1809 et qui est mort en 1849. C'est une figure incontestable dans le monde anglo-saxon. Il a irrigué une partie de la culture populaire et ses œuvres ont inspiré le cinéma américain et notamment le thriller. Il est d'ailleurs considéré comme étant le père fondateur du roman policier. En France, malheureusement, il reste assez méconnu malgré le fait que Charles Baudelaire soit l'un de ses traducteurs en langue française. Ce qui est dommage puisque Edgar Allan Poe a écrit des poèmes ou des nouvelles vraiment extraordinaires. On peut citer par exemple La chute de la maison Usher ou bien Double assassinat rue Morgue. Mais ici, on va parler de vraiment ce qui représente la quintessence du style d'Edgar Allan Poe, c'est son poème le plus connu, Le Corbeau. Pourquoi? Parce que Le Corbeau, ça représente vraiment à la fois bien l'écriture de Edgar Allan Poe, mais aussi son style favori, le romantisme, c'est-à-dire l'exaltation des sentiments, une ode à la mélancolie, à la tristesse, souvent liée à la perte de l'être cher. Alors, avant d'analyser Le Corbeau, qui est un poème avec une symbolique extrêmement intéressante à analyser, il convient de se focaliser sur la vie de son auteur. Edgar Allan Poe, il est né en 1809 à Boston. Il vient d'une famille extrêmement pauvre. Son père, David Poe, était acteur et il a décidé de quitter sa famille et il les a abandonnés, mais il est mort par la suite de l'alcoolisme. La mère de Edgar, elle s'appelait Elizabeth Arnold et elle a essayé d'enchaîner les petits rôles un peu à droite à gauche pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Pourquoi? Parce que Edgar avait un frère, William, et une sœur, Rosalie. Mais malheureusement, sa mère va mourir des suites de la maladie et les trois enfants vont se retrouver orphelins. Son frère va se faire adopter, pareil pour sa sœur, et Edgar va être recueilli par la famille Allan. Il a de la chance dans son malheur puisqu'ils sont particulièrement aisés, ils ont fait fortune dans le commerce de tabac, et cette nouvelle famille va s'installer en Angleterre puisque le père Allan a des affaires à faire fructifier là-bas. Edgar Allan Poe va alors bénéficier tout simplement d'une éducation élitiste. Il va fréquenter les meilleurs établissements aussi bien en Angleterre et en Écosse. À partir de ce moment-là, il va étudier le latin mais aussi le français et il va manier les mots et les lettres avec brio. En fait, Edgar Allan Poe, il a une personnalité plutôt complexe. Bon, déjà, il est extrêmement intelligent. Il sait qu'il est intelligent, mais en plus de ça, eh bien, il peut être parfois extrêmement serviable, doux, gentil, mais aussi particulièrement sanguin. Et ça fait qu'il va plusieurs fois rentrer en confrontation directe avec son père adoptif. Pourquoi? Parce que ce dernier souhaite qu'Edgar reprenne l'affaire familiale et qu'il devienne commerçant, tandis que sa mère adoptive, elle, souhaite qu'il développe cette fibre littéraire et qu'il continue à écrire. Malheureusement, les affaires de la famille sont plus que mauvaises en Angleterre et ils sont obligés de rentrer aux États-Unis. Là-bas, Edgar va rentrer encore plus en confrontation avec son père adoptif parce qu'il a un mode de vie un petit peu particulier. Déjà, il dépense beaucoup, un petit peu sans compter. C'est un dandy, il aime être bien habillé, être parfaitement impeccable, tout le temps, en toutes circonstances. De ce fait, c'est un flambeur. Il joue également beaucoup à des jeux d'argent et il les perd souvent. Et en plus de ça, notre ami Edgar, eh bien, il aime un peu la bibine et ça va être le fil rouge de son existence, son rapport avec l'alcool. Après une énième dispute, il va quitter le foyer familial et intégrer en 1830 la prestigieuse Académie militaire de West Point. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit tout simplement de l'équivalent de Saint-Cyr, mais aux États-Unis. Là-bas, Edgar Allan Poe va véritablement faire montre de son intelligence, comme toujours, puisque c'est un homme brillant, mais il va être viré de l'académie parce qu'il ne participe pas aux messes, alors qu'elles sont pourtant obligatoires. Mais de toute façon, c'est pas bien grave, puisque Edgar ne veut pas être militaire,
et il décide en 1835 de rejoindre la ville de Baltimore pour entamer une carrière de journaliste. Le jour, il écrit des articles à droite à gauche, et le soir, il commence des ébauches à la fois de ses nouvelles, mais aussi de ses poèmes. La même année, il rencontre sa femme, Virginia Poe, qui est aussi sa cousine, qui a 13 ans et lui 26. Oui, c'est particulièrement glauque, mais il faut savoir que ce mariage-là est resté platonique, malgré le fait que Edgar aimait énormément Virginia. Alors, il va avoir enfin de la chance, puisque en janvier 1847, un journal new-yorkais, le Evening Mirror, va publier son poème Le Corbeau. Et à partir de là, Edgar Allan Poe va bénéficier d'une sorte de popularité, de prestige. Mais il y a une frustration en lui. Pourquoi? Parce que Edgar Allan Poe est intelligent, il sait qu'il est intelligent, et il est agacé parce que pour lui, son succès, eh bien, n'est pas à la hauteur de son talent littéraire. Et il ne comprend pas, en fait, pourquoi il n'est pas plus connu. Et ça l'agace. Mais ce qui le rend plus triste, c'est le fait que sa femme Virginia commence à tomber malade et elle va finir par mourir en 1847. Pour Edgar Allan Poe, c'est un choc terrible, il sombre dans la dépression, dans l'alcoolisme, il va tellement boire parfois qu'il va avoir des paralysies faciales, il dira que sa vie n'aura plus le même goût, la même saveur depuis que sa femme est morte. C'est vraiment pour lui une épreuve terrible. Il va essayer de se remarier, mais en vain puisque ses problèmes avec l'alcool le rattrapent. Et il va finir par mourir en 1849 dans des circonstances un peu troubles. On ne sait pas si c'est lié à l'alcool ou s'il avait développé une maladie, mais il meurt relativement jeune, même à l'époque, à seulement 40 ans. Alors, Edgar Allan Poe, il a laissé des œuvres extrêmement connues, mais celle qui va attirer notre attention aujourd'hui, c'est Le Corbeau. Parce qu'il est possible d'analyser ce poème au regard de plusieurs thématiques extrêmement intéressantes. Mais avant d'analyser tout ça, il convient d'expliquer qu'est-ce que ça raconte, ce poème. L'histoire prend place en pleine nuit, nous sommes en hiver, probablement le mois de décembre, c'est une atmosphère particulièrement lugubre, sombre, nous sommes, il me semble, vers minuit, bref, c'est vraiment une ambiance glauque. Et on retrouve un jeune personnage, un érudit, qui est enfermé chez lui, plongé dans des grimoires anciens. Il étudie des textes particulièrement vieux et il travaille en pleine nuit. Notre jeune érudit, il est en train de subir une période particulièrement difficile de sa vie, puisqu'il est en plein deuil, il vient de perdre sa fiancée Léonore, probablement de la maladie, et il est rongé par le chagrin et la tristesse. C'est pour ça qu'il se plonge dans l'étude de grimoires anciens, pour oublier la mort de sa bien-aimée. Alors qu'il est en train de travailler, en moitié en train de dormir, soudain, quelqu'un frappe à la porte. Alors, le jeune érudit ne va pas de suite ouvrir parce qu'il pense qu'il est en train de rêver. Mais là, de nouveau, ça frappe à la porte, il décide alors de se lever, il s'excuse parce que la personne derrière doit probablement attendre, il ouvre et là, il ne voit qu'il n'y a personne. Alors, un petit peu étonné, il se dit, bon, ça doit être un signe de Léonore dans une vision un petit peu naïve, et ça remplit son cœur de joie, en quelque sorte. Il décide de se réinstaller à son bureau, et cette fois-ci, il entend du bruit à la fenêtre. Il s'approche de cette dernière, il ouvre, et là, jaillit de dehors un magnifique corbeau, particulièrement imposant, très sombre, qui va se poser sur le buste de Pallas, qui n'est autre que la déesse Athéna. Notre protagoniste, il est forcément intrigué par l'arrivée de cet oiseau qui est majestueux, mais qui regarde un petit peu le jeune érudit de haut, d'une manière un petit peu hautaine, voire maléfique. Et notre personnage demande, là encore dans une demande un petit peu naïve, le nom de ce corbeau. Et là, ce dernier lui répond « jamais plus ». Nevermore en anglais, et désolé pour cet accent déplorable comme toujours. Alors, notre jeune érudit, il est impressionné par le fait que ce corbeau soit doué de paroles, et à partir de ce moment-là, il va commencer à lui poser des questions. Et systématiquement, le corbeau va lui répéter toujours la même chose, jamais plus, jamais plus, jamais plus. Et là, notre jeune érudit a une idée, et il décide, alors que
le corbeau lui répond toujours la même chose, de lui poser des questions par rapport à Léonore. Il lui demande dans un premier temps si cette dernière se trouve dans une phase de vie après la mort, c'est-à-dire au paradis par exemple, et le corbeau lui répond jamais plus. Le jeune érudit est agacé par la réponse du corbeau parce que c'est pas celle qu'il attendait et il lui demande si après sa vie, après son existence, quand il sera mort, est-ce qu'il pourra revoir sa bien-aimée dans l'au-delà? Et là, le corbeau lui répond « jamais plus ». En fait, il lui pose une série de questions et à chaque fois, c'est toujours la même réponse, ce qui agace toujours plus le jeune érudit. Au bout d'un moment, ce dernier perd patience parce que ça le blesse et il demande au corbeau de dégager parce que il a invité chez lui, plus ou moins, enfin il s'est invité un peu dans sa maison et en plus il insulte le jeune érudit et il se moque de lui. Et là en fait le poème finit sur une touche particulièrement sombre. Je vais vous lire la traduction de Charles Baudelaire. Il dit, je cite: « Et le corbeau immuable est toujours installé sur le buste pâle de Pallas, juste au-dessus de la porte de ma chambre. Et ses yeux ont toute la semblance des yeux d'un démon qui rêve et la lumière de la lampe, en ruisselant sur lui, projette son ombre sur le plancher. Et mon âme, hors du cercle de cette ombre, qui gît flottante sur le plancher, ne pourra plus s'élever, jamais plus. » Alors, le poème finit forcément mal, c'est terrible, on retrouve une atmosphère particulièrement sombre, et il convient d'analyser tout ça et de voir en fait la symbolique qu'il y a derrière tout ça. Alors tout d'abord, on peut constater que l'atmosphère du poème est particulièrement glauque. Ça se déroule en pleine nuit, il fait froid, nous sommes en hiver, probablement en décembre, la fin de l'année, on va sur un nouveau cycle en quelque sorte, et le jeune érudit est chez lui, plongé dans le noir, dans l'étude de vieux grimoires. On retrouve un champ lexical qui est propre à la fois à celui du romantisme, mais aussi au style gothique. Vraiment, c'est sombre. Et ce qui est intéressant, c'est que le jeune érudit a une profonde mélancolie, une profonde tristesse, voire même il est en dépression, et il y a une juxtaposition entre sa pensée, ses sentiments, et en fait l'espace, le fait que nous sommes dans une atmosphère qui est angoissante, oppressante. En réalité, l'image que nous renvoie Edgar Allan Poe de ce lieu, le spatial, est purement lié à la pensée et à l'état d'esprit du jeune érudit à ce moment-là. On voit bien que ce dernier est d'ailleurs plongé dans un monde nostalgique, qu'il est enfermé dans le passé, notamment du fait qu'il étudie des textes anciens, des grimoires, et qu'il fait tout ça pour oublier une époque révolue, c'est-à-dire celle où en fait il était heureux avec sa chère et tendre Léonore. Ainsi, Edgar Allan Poe crée une atmosphère particulièrement macabre. Alors, forcément, très vite dans le poème arrive le protagoniste majeur, qui donne d'ailleurs son nom à l'œuvre, c'est le corbeau. Le corbeau, il faut savoir que c'est un animal qui a toujours eu un rôle assez important dans la mythologie, nos mythes ou bien même nos légendes. Tout d'abord, il faut savoir qu'il n'a pas toujours eu cette image négative qu'on peut avoir de lui. En effet, dans la mythologie nordique, le corbeau a un rôle extrêmement important. Odin en possède deux, Hugin et Munin, c'est-à-dire c'est la raison et la mémoire, chacun des deux. Et en fait, tous les matins, Odin envoie les deux corbeaux dans le monde des hommes pour que ces derniers puissent voir ce qui se passe, et ils reviennent ensuite à Odin le soir pour lui rapporter tous les renseignements qu'ils ont vus. Les corbeaux, ils volent aussi avec les Valkyries, ce sont des puissantes guerrières qui sont promises au Valhalla, et en fait, lors des combats, les Valkyries et les corbeaux volent au-dessus des champs de bataille pour repérer les combattants les plus courageux. De ce fait, dans la mythologie nordique et celte, le corbeau a une importance majeure. Et Claude Lévi-Strauss, dans Anthropologie structurale, expliquait que le corbeau est un archétype que l'on retrouve dans nos mythes et légendes, au même titre du coyote, et en fait, il est un messager entre le monde des dieux et celui des hommes. C'est son rôle, c'est pas négatif du tout.
Par contre, à partir du christianisme, il va y avoir une diabolisation du corbeau qui va être vu comme un animal funeste, présage de mauvais augure, et cela commence notamment avec Noé. Quand il y a le déluge, Noé regroupe tous les animaux de la terre, il les met dans l'arche, et après le déluge, il décide d'envoyer un corbeau pour que ce dernier puisse voir s'il y a des endroits habitables, si l'eau a diminué. Et le corbeau déjà ne remplit pas la fonction de Noé, et en plus de ça, il mange les cadavres des animaux qui sont morts, ce qui fait que vraiment c'est une créature maléfique, du malin. Et d'ailleurs, il est en confrontation avec la colombe, puisque par la suite Noé envoie la colombe, qui elle va respecter sa mission. En parallèle, saint Augustin va parachever cette diabolisation du corbeau. Il dit ceci, je cite: « Il a l'esprit destructeur, la pensée mensongère, le cœur impie, l'appétit avide de sang. » De ce fait, le corbeau, au même titre que le serpent, c'est une créature maléfique. Il me semble même que c'est la deuxième créature du malin qui est clairement explicitée dans la Bible après le serpent. Et là, on a perdu vraiment le caractère qu'il y avait dans la mythologie nordique ou celte du corbeau comme un lien entre le monde des hommes et le monde des dieux, mais sans qu'il soit néfaste ou en lien avec la mort. Alors, il faut comprendre que Carl Jung a analysé la symbolique autour du corbeau, notamment dans l'interprétation des rêves, et il part du principe que lorsque l'on rêve de corbeau, eh bien, cela veut dire que nous sommes dans une phase de transition, d'acceptation, et que l'on va vers des changements dans notre vie. C'est aussi ce qui révèle en nous notre part d'ombre. En fait, les humains ont tout simplement une vision, un archétype du corbeau, et c'est imprégné dans notre culture, dans notre civilisation européenne. Ici, dans le poème de Edgar Allan Poe, le corbeau est vu comme une entité maléfique. Il fait référence par exemple au rivage plutonien, c'est-à-dire l'enfer. Et d'ailleurs, il a vraiment des caractéristiques proches en fait du malin, c'est-à-dire qu'il est vu comme un démon, des yeux de démon, couleur ébène particulièrement sombre, et surtout ce dernier va se poser sur le buste de Pallas. Pallas, c'est Athéna, et Athéna, on sait que dans la mythologie, elle a un autre attribut, c'est la chouette. La chouette, c'est le symbole de la sagesse, de la raison, du savoir. Donc en fait, il y a une confrontation entre le corbeau qui pourrait représenter l'irrationalité, celui qui vient en fait d'un univers sombre, maléfique, qui est le messager de mauvais présages, qui se pose sur le buste de Pallas, qui est pâle, alors que lui, il est sombre, et ce dernier va remettre les pensées du jeune érudit, il va bousculer ses certitudes, parce qu'il y a une confrontation entre la raison, on a un jeune érudit qui étudie des textes anciens, qui a l'air d'être particulièrement cultivé, puisqu'il a des livres, un buste, etc. de Pallas, ce qui montre son intérêt pour la philosophie ou pour les textes antiques, et lui, il représente l'irrationalité, c'est-à-dire un corbeau qui parle et qui vient annoncer de mauvais présages, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne sait pas si on est dans un rêve ou si on est dans la réalité, et le corbeau représente cette irrationalité, d'autant plus qu'il se place au-dessus de la tête de Pallas, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de domination. Et d'ailleurs, on voit bien qu'à la fin, le corbeau va rester pour de bon chez le jeune érudit. Edgar Allan Poe, qu'est-ce qu'il veut nous dire à la fin? En réalité, le jeune érudit veut dialoguer avec le corbeau, qui peut représenter la mort. Il attend des réponses de cette dernière. Or, on ne dialogue pas avec la mort. C'est forcément un discours irrationnel, puisqu'il ne cesse de se répéter jamais plus. En réalité, à ce moment-là, pourquoi le corbeau va tout simplement hanter la maison du jeune érudit pour toujours? Parce qu'on comprend que ce dernier a ébranlé les certitudes du jeune érudit, qu'à partir de ce moment-là, il comprend qu'il ne reverra jamais Léonore, ni dans cette vie, ni dans celle d'après. Le corbeau, il a tout simplement tranché, il lui a dit la terrible vérité, il lui a remis en cause tout espoir, alors qu'il avait certes une mélancolie, mais il croyait en la possibilité de revoir sa chair et tendre dans une autre vie. Le corbeau a balayé ça d'un revers de main, il a complètement cassé le narrateur, et c'est pour ça qu'à la fin, en fait, son âme est écrasée. Il est écrasé par la présence de cet oiseau maléfique, parce qu'à partir du moment où il a dit la vérité, qu'il ne verra jamais de nouveau Léonore, eh bien, il est détruit, et jamais il ne pourra
de nouveau comprendre l'inverse. Il sait qu'il ne reverra jamais sa chair et tendre. Et en ça, le corbeau lui a dévoilé ce message, certes terrible, mais qui met à mal complètement notre jeune érudit, qui en perd même son âme en quelque sorte. Alors en plus, on retrouve un champ lexical qui est propre à celui de la mort. Par exemple, le bois, le velours, ça renvoie par exemple au bois du cercueil et au velours qu'il y a à l'intérieur pour entreposer le corps. Il y a vraiment toute une esthétique avec des couleurs dominantes, l'ébène, le pourpre, le violet, etc. etc. C'est-à-dire que Edgar Allan Poe arrive parfaitement à créer une atmosphère qui appuie ce côté particulièrement sombre, voire même gothique de l'œuvre. D'autant plus, à un moment donné, le jeune érudit dit qu'il désire le matin, c'est-à-dire qu'il désire que le jour se lève. Le problème, c'est qu'on comprend qu'il sera toujours en fait emprisonné dans cette ombre parce qu'il aura compris le message du corbeau qui lui dit qu'il ne reverra jamais sa chair et tendre de toute façon. Et à partir de ce moment-là, tout espoir est perdu en réalité, ce qui fait que le poème se finit d'une manière terrible. Le corbeau, il est l'antithèse de Léonore. Elle, c'est la jeune fille, la pureté, l'amour véritable, propre au romantisme. Et le corbeau, c'est une créature maléfique, sombre, qui est là seulement pour annoncer que des malheurs, que des mauvaises choses, alors que le jeune érudit avait avec Léonore une vie remplie de joie et d'amour, et le corbeau qui va maintenant partager la vie de l'auteur à la place de Léonore, lui n'est que la face sombre de l'existence. Et ça, c'est vraiment une dichotomie qui est extrêmement intéressante dans l'œuvre de Edgar Allan Poe. L'esthétique du poème et la figure du corbeau peut rappeler également ce qu'on appelle comme courant artistique la vanité, qui vise via des œuvres à rappeler aux êtres humains qu'ils sont mortels, qu'ils ont une vie éphémère, et par conséquent que cette dernière est extrêmement fragile. Et en soi, c'est le rôle du corbeau de rappeler au narrateur que Léonore avait qu'une seule vie, que cette dernière est terminée et c'est fini, il n'y aura pas de retour en arrière possible. C'est vraiment un courant qui est d'ailleurs proche du romantisme dans l'esthétique et dans les thèmes qui sont abordés. Alors Edgar Allan Poe disait qu'il n'y avait pas de message caché dans le corbeau, qu'il n'y avait pas de symbolique, et qu'en réalité ça voulait rien dire, quoi. C'était juste un poème comme un autre. Moi je pense que c'est faux. Il a choisi un corbeau, c'est pour une raison évidente, parce que Edgar Allan Poe connaissait parfaitement les mythes et légendes de l'Europe, et il était surtout un lecteur assidu de la Bible. Quand il était enfant, il avait constamment une Bible sur lui, malgré le fait qu'il avait un rapport plutôt étrange et ambigu avec la religion, du fait que par exemple à West Point il ne voulait pas participer aux différentes messes, mais il est parfaitement conscient des caractéristiques funestes du corbeau, notamment dans les textes sacrés et dans la Bible, et de ce fait ce n'est pas un choix anodin. Il n'a pas choisi une perruche ou un perroquet, ce qui fait que le corbeau a toute sa place dans le poème, et d'ailleurs il lui donne même son nom, ce qui fait que c'est pas un choix anodin, et il y a une vraie volonté de l'auteur de le présenter comme un messager, mais cette fois-ci un messager funeste. Alors ce qui est encore plus troublant, c'est qu'en réalité, et c'est là le vrai intérêt de ce poème, c'est qu'il est prémonitoire, puisque en réalité on pourrait faire un parallèle entre ce qui est dit dans le corbeau et la propre vie de Edgar Allan Poe. Pourquoi? Parce qu'on peut considérer qu'il est lui aussi le jeune érudit qui travaille, qui lit des textes anciens et qui a perdu sa chair et tendre, sa femme Virginia, de la maladie, qui ne la reverra plus, et puisque à partir de ce moment-là, comme le personnage dans le poème, il va sombrer dans la dépression, il va presque en perdre son âme. Et d'ailleurs, Edgar Allan Poe est mort quelques années seulement après Virginia, ce qui montre bien qu'en soi, le poème en lui-même est lui aussi le messager. C'est le poème qui a pressenti en fait ce qui allait se passer pour Edgar Allan Poe. Et c'est là qu'en fait il y a tout un caractère assez fantastique qui est propre d'ailleurs à l'univers d'Edgar Allan Poe, puisque lui-même a couché sur le papier sa destinée, le fait qu'il allait perdre sa femme, lui jeune érudit, et qu'il allait jamais vraiment s'en remettre, comme d'ailleurs le personnage dans le poème. Et c'est ça la grande force du corbeau de Edgar Allan Poe, surtout qu'en plus c'est magnifiquement écrit parce que ça a été traduit par Charles Baudelaire. De ce fait, je vous mets en
en description un lien pour aller le lire, c'est très rapide, en 10 minutes c'est fait. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un auteur qui est malheureusement trop peu connu et il fallait que j'en parle. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter, à partager et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le Doc, ciao les barons.